la campagne qu'on a réalisée avec Éric Zemmour est symptomatique. Tout ce qu'on a inventé avec Éric Zemmour a été copié et est copié par les autres. C'est assez cocasse, mais c'est pas grave, on a le droit d'être créatif et il faut toujours être généreux avec les nécessiteux. C'est l'heure de notre interview frontale. Nous accueillons ce matin Olivier Hubeda. L'interview frontale, ça commence maintenant. Frontière, la matinale. L'interview frontale. Olivier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes consultant en stratégie politique et publique. Vous êtes également scénographe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez également participé à concevoir la campagne de Éric Zemmour. On va en parler aujourd'hui. On va vous faire réagir à un premier élément sonore. Et puis, vous allez nous raconter, nous en parler, témoigner de votre travail et de votre expertise à ce propos. On va écouter donc le candidat qui était à droite en 2022. C'est Éric Zemmour. Vous étiez la voix incontournable qui accompagnait ces meetings. On écoute tout de suite. Devant, mais si vous voulez devant ma caméra, je vous pousse dans la boue. Attention. Je veux la caméra sur eux, là. Allez, tu tournes, là. Tu tournes. Éric, maintenant. Vous saluez. Sortez, putain. Mesdames et messieurs, il est votre candidat pour être le prochain président de la République française. Merci d'accueillir Monsieur Éric Zemmour. Hubeda, vous avez été connu par le grand public avec la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Tout le monde a vu vos mises en scène, Villepinte, le Trocadéro et tant d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'une campagne est réussie ou non ? Déjà, réentendre ça, ça fait peur. Je pense que les gens doivent imaginer que je suis un psychopathe hystérique. Mais c'est vrai que quand vous avez 5 000, 10 000, 15 000, 30 000, 100 000 personnes, c'est une organisation assez lourde à porter. Mais c'est mon job. Donc voilà, concevoir, imaginer, dessiner un meeting, puis ensuite le jouer en live avec les enjeux. L'enjeu, c'est pas moi, l'enjeu, c'est le candidat, c'est ce qu'il va dire. C'est construire cette espèce d'écrin qui lui permet d'optimiser, d'impacter encore mieux son message. Vous savez, une campagne présidentielle, d'ailleurs une campagne tout court, les municipales arrivent, tout candidat, c'est quoi la démocratie ? C'est des gens qui choisissent des gens. C'est donc une aventure humaine. On ne vote pas pour un tweet, une appli, un site internet ou un tract. On vote pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui vote pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous donne sa part d'espoir. Un vote, c'est un espoir. C'est rien d'autre. Et donc, oui, une campagne, c'est une confrontation, c'est une concurrence, c'est une compétition. Mais ce n'est pas un examen. Ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. C'est celui qui va rencontrer individuellement les électeurs, rencontrer, j'allais dire métaphoriquement, qui va l'emmener dans son histoire. Le vote n'est jamais rationnel, en fait. Et donc, une campagne réussie, c'est à un moment une rencontre irrationnelle qui permet de se dire, tiens, lui ou elle plutôt qu'un autre. On verra bien. C'est toujours un pari, un vote. Donc, c'est pas un examen, c'est un concours. On élit généralement le plus beau. Non, je pense qu'on élit le moins pire. Hélas. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on prend la personne qu'on imagine le mieux en situation d'être le président. Car c'est ça la question, hein, c'est quand même. C'est qui pourrait être le meilleur président, pas le meilleur opposant, le meilleur président. C'est une vraie question. Et donc, une campagne, c'est un cheminement vers ce choix, dans un contexte qu'on ne connaît jamais. On sait comment on commence une campagne, on ne sait jamais comment on la termine. Qu'est-ce que doit faire un candidat pour faire une bonne campagne à droite et quelles sont les erreurs à éviter ? Pour faire une bonne campagne à droite, c'est déjà de ne pas avoir peur d'être de droite. Donc ça élimine beaucoup de candidats. Mais à un moment, il faut dire les choses. C'est-à-dire, j'ai travaillé pour Jean-Pierre Raffarin à une époque et il m'avait dit un truc qui m'avait intéressé, en tout cas interpellé. Il m'a dit, on ne gagne jamais avec son drapeau dans sa poche. Il a raison. Je pense qu'à un moment, il faut dire d'où on part, qui on est.
Voilà, avec le meilleur et le moins bon, mais on est ce qu'on est, on part comme ça. Il faut rassembler d'abord un électorat naturel pour ensuite ouvrir. Je crois que plus on avance vers 2027, plus on cristallise des profils. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que une campagne réussie, c'est une campagne où le langage du candidat rencontre le langage ou la pensée, même cachée, des gens, des électeurs, qui sont désabusés. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas une catégorie de la population française qui est contente de ce qui se passe, qui est satisfaite. Les retraités, peut-être. Mais oui, et encore, on a toujours à redire. Tiens, quand même, la France, c'est un pays où on n'est jamais content. Point. Donc, et on ne peut pas être le candidat d'une catégorie. Je ne crois pas au marketing politique. Je crois en revanche aux vibrations, au sensoriel. C'est ce que j'essaye de faire quand je conçois un meeting ou un événement, c'est créer du sensoriel. C'est-à-dire parler au regard, au son, aux vibrations. Un meeting réussi, pour moi, c'est un meeting où les gens ont les poils qui se dressent. Voilà. Sinon, c'est pas un meeting. Quand on doit repartir toujours d'un meeting politique en se disant « Waouh, ce que j'ai vu m'a emmené dans quelque chose. » Qu'on y soit en live ou qu'on le regarde à la télévision, d'où l'importance de la réalisation. Quand je me suis occupé des meetings de Nicolas Sarkozy en 2007, j'ai pas fait 2012 moi, ils ont pris quelqu'un d'autre, mais pour 2007, on a été les premiers à filmer les meetings. Parce que c'était la première fois qu'on pouvait voir un meeting en entier à la télévision, grâce aux chaînes qui les diffusaient. Avant, personne ne voyait en entier un meeting à la télévision. D'ailleurs, et donc la réalisation était très importante, c'était une réalisation télévisuelle. Justement, avant, c'était les journalistes qui filmaient une partie des discours, ouais. Et dans les meetings de Sarkozy 2007, la nouveauté, c'est que c'est le candidat qui fournit les images, exactement. Donc un contrôle total de l'image. Mais exactement, mais encore heureux... été reproché par des journalistes. Mais 5 ans après, tout le monde a fait pareil. Ouais. Hollande a copié Sarko en tout, 5 ans après. Et aujourd'hui, tous les candidats font ça. Moi, je note qu'à chaque fois qu'on invente quelque chose, ça couine au début, puis après, tout le monde prend le truc si ça fonctionne. C'est assez classique. La campagne qu'on a réalisée avec Éric Zemmour est symptomatique. Tout ce qu'on a inventé avec Éric Zemmour a été copié et est copié par les autres. C'est assez cocasse, mais c'est pas grave, on a le droit d'être créatif et il faut toujours être généreux avec les nécessiteux. Et quelles sont les erreurs et les écueils à éviter quand on a un candidat de droite ? Je pense que les gens ne supportent plus l'insincérité ou l'ambiguïté. Je crois qu'on est arrivé à un moment où la constance, la clarté, le don de soi, est fondamental. C'est-à-dire que tout candidat de droite qui jouera un rôle, bah, ça se verra. Et ça se voit encore plus. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on sent au fond quand c'est too much, c'est trop emballé. C'est ce que j'ai aimé avec Éric Zemmour, c'est qu'il n'était pas candidat pour lui. Il ne parlait pas de lui, en fait. Il parlait du pays. Il parlait du pays. Et donc, ça donnait une dimension presque sacerdotale, presque de mission. Faut jamais oublier qu'une campagne, au fond, le sujet, c'est pas soi quand on est candidat. Le sujet, c'est l'autre. C'est le citoyen. C'est le contribuable. D'ailleurs, maintenant que vous êtes là, autant en profiter. Comment était la campagne d'Éric Zemmour ? Les coulisses ? On m'a demandé l'autre jour si j'avais eu des regrets. Mais déjà, parce que j'ai une tête à avoir des regrets. Aucun. Mais aucun. Il m'a fait confiance pour concevoir les événements. Mais comment peut-on avoir un regret quand on part de zéro
et on arrive à 2 500 000 électeurs en 5 mois. Mais qui fait ça? Comment on peut avoir des relais quand on part de zéro et que le 5 décembre, il crée un parti politique qui s'appelle Reconquête et qu'on se retrouve avec 120 000 adhérents à jour de cotisation en 5 mois. Qui fait ça? Alors, plus que donc, il a créé quelque chose. Et donc, et puis moi, j'ai pas de regret à partir du moment où la campagne était quand même innovante, agile, très sympa. Sans Éric Zemmour, sans Sarah Knafo, il n'y a pas ce qui s'est passé politiquement. Donc, en tant que professionnel, je me suis éclaté. En tant que citoyen, j'ai entendu des choses qui me semblaient nécessaires. Il fallait les entendre. Il a remis un langage net dans le débat politique. Il a permis à une nouvelle génération de s'approprier l'espace politique. Il a permis à ce qu'on puisse ouvrir l'esthétique des meetings. Voilà. Donc, c'est un résultat incroyable, ce qui s'est passé. Minimiser le score d'Éric Zemmour est grotesque, puisqu'il compte. Et je pense qu'il va encore compter. Voilà, sinon il ne fait pas les audiences qu'il fait et il n'est pas écouté. Le duo qu'il a avec Sarah Knafo est assez exceptionnel. Il marche sur 2 pattes, au fond. L'un sur la civilisation, le grand débat, puis Sarah sur toute cette partie économique. Plus internationale. Plus internationale, mais aussi économique, sur les dépenses publiques, sur les chiffres qui parlent aux classes populaires, aux contribuables moyens, aux patrons. Ça fonctionne bien, au fond. C'est la seule députée de Reconquête. On l'entend plus que 50 autres. Donc, à un moment, ça veut dire quoi? Quand on bosse et qu'on a quelque chose à dire et quand on pense par soi-même, on trouve un écho. Au fond, c'est ça une campagne électorale. Trouver un écho dans un électorat qui n'attend plus grand-chose des politiques. Et donc, pendant la campagne présidentielle, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire, que vous n'avez pas eu le temps? La préfecture vous a empêché de le faire. Par exemple, je pense au Trocadéro. Je sais qu'il devait y avoir un décor derrière Éric Zemmour qui a été interdit par la préfecture. Oui, effectivement, ce montage du Trocadéro a été assez épique. Hein. Il a fallu parler en direct à la ministre de la Culture, à l'époque Roselyne Bachelot, puis au ministre de l'Intérieur, à l'époque Gérald Darmanin, pour avoir la possibilité de faire ce qu'on voulait faire. Clairement. Donc oui, c'est jamais facile d'organiser une opération comme ça de près de 100 000 personnes sur la voie publique. Maintenant, vous savez, une fois qu'on a une salle, on en fait ce qu'on en veut, au fond. Une fois qu'on a un espace, donc l'agencement, tout ça s'imagine. On essaye de voir comment faire vibrer les gens. Je ne crois pas qu'un meeting... un meeting qui n'est pas vibratoire, ça n'a pas d'intérêt politique. La politique, c'est de la vibration. C'était très jeune. C'était très jeune comme meeting. Alors, il y avait de tout âge, hein, évidemment. Mais il y avait quand même beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qui, pour vous, Olivier, a amené cette jeunesse à un nouvel espoir? Parce qu'on voit aussi une jeunesse qui est détachée de la politique, qui n'a plus d'intérêt, qui estime qu'il n'y a plus personne qui les représente, peu importe d'ailleurs le parti politique et peu importe les idées politiques. Qu'est-ce qui a fait que Éric Zemmour, Sarah Knafo, il y a eu aussi Stanislas Rigaud qu'on recevait hier, Hilaire Bouillet, enfin toute une équipe qui a quand même eu qui a fait monter une ferveur, quelque chose d'assez chimique. Qu'est-ce qui a amené cette jeunesse à s'attacher à ce parti? Vous savez, il y a eu une génération, puisqu'on parle de la droite en général, il y a eu une génération Chirac en 95. On a du mal à y croire. Oui, mais il y a une génération Chirac qui a été emmenée... alors moi, j'étais plutôt du côté de Balladur. Je reste un incorrigible libéral. Donc, voilà. Il y a eu une génération Chirac en 95. Il y a eu une génération Sarkozy en 2007. J'ai vu cette ferveur de gens qui venaient à Nicolas Sarkozy, une jeunesse qui venait à Nicolas Sarkozy. Il y a eu une génération Macron qui arrivait d'un peu partout, qui n'était pas très politisée, mais la société civile, moins militante que... Voilà, mais oui, il y a eu une génération Macron, évidemment. Probablement déçue aujourd'hui. On l'est toujours un peu quand on croit
que tout va être révolutionné. Et que finalement, on se rend compte que c'est compliqué. Et puis, il y a une génération Zemmour. Effectivement, j'ai revu dans les meetings d'Éric Zemmour la ferveur que j'avais pu voir en 2007 avec Nicolas Sarkozy. Il y avait une énergie nouvelle, il y avait plein de gens qui venaient d'ailleurs. Quand je voyais les salles des meetings d'Éric Zemmour, c'était 50% de gens qui avaient voté Fillon-Sarko. Près de 20% de gens qui venaient de chez Le Pen, mais plutôt Jean-Marie. Vous voyez ? Et puis tout le reste, il y avait 25-30% de gens, c'était des gens nouveaux, qui arrivaient avec Éric Zemmour dans une aventure d'engagement politique. Et donc, tout ça, c'est précieux. Il n'y en a pas beaucoup qui font lever comme ça des générations. Éric Zemmour l'a fait. Et donc, je trouve ça très bon. Mais en même temps, pour être président, il ne s'agit pas seulement de lever de l'espoir. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut rassembler au-delà de son propre camp, ou en tout cas de ne pas reculer sur les fondamentaux pour pouvoir aller chercher ailleurs. Et puis on ne vote pas pour un candidat parce qu'il est sympa. On choisit un président de la République, on ne choisit pas quelqu'un pour aller en week-end. J'ai compris que Sarkozy allait gagner... j'étais à l'époque le directeur adjoint de la communication de l'UMP, quand près de 30% des 1000 mails par jour qui arrivaient à Nicolas Sarkozy, c'était « Monsieur Sarkozy, je ne vous aime pas, mais je vais voter pour vous, parce qu'on a besoin de quelqu'un comme vous aujourd'hui. » Le sujet, c'est qui est en situation de... C'est pas qui est sympathique. Quand je vois les chiffres là, de popularité des uns des autres, mais je me marre. On ne vote pas pour quelqu'un de populaire. Justement, on vote pour quelqu'un qui est censé être en situation de faire le job, sympa ou pas. Donc le sujet, c'est d'avoir raison avec le réel, de se coltiner le réel et de se confronter à un électorat qui n'est pas content de ce qui se passe, mais ce qui dit, lui, bof, mais bon, au moins, il a raison, on verra bien. Voilà. Justement, pour 2027, qui va être le prochain président de la République? Qui va être candidat? Ou au moins le portrait robot. Alors, on va faire plutôt un portrait robot, alors, parce que, très franchement, on ne sait même pas ce qui va se passer dans le monde dans 4 jours. Alors, ce qui va se passer en 2000... Je vous rappelle que c'est très contextuel, l'élection présidentielle. Il n'y a rien de plus contextuel qu'une élection. Il peut y avoir une guerre. Mais il peut y avoir n'importe quoi. Si Dominique Strauss-Kahn ne faute pas à New York, Hollande n'est pas président. Et Strauss-Kahn l'est. Voilà. D'accord. Je vous rappelle que Jospin devait être président de la République, c'était même pas la peine d'aller voter. Chirac était usé, vieilli, fatigué, c'était Le Pen au deuxième tour. Fillon, pareil, Fillon, ça a été le même Fillon, procédé. on attendait Fillon. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Peut-être, enfin c'est l'électorat qui a fait le choix aussi. Macron n'est pas là par hasard. Il a profité des brèches, et encore une fois, c'est un concours. Donc, ce qui va se passer en 2027, mais le scénario n'est pas encore... Et puis, il va y avoir des candidats surprises. Il y a toujours des candidats surprises. Des candidats de la Zemmour, on ne l'attendait pas en 2000... Mais on ne l'attendait pas. On le regardait de loin et de haut. Cyril Hanouna, apparemment. On en parle. Non. Il y a un certain nombre de candidats à droite, effectivement, qui... D'ailleurs, on est presque à saturation. Quand on regarde l'état de la droite, de la plus centriste libérale à la plus conservatrice ou nationale, il y a du monde. Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe, c'est un cas intéressant. Je l'ai connu quand il était directeur général de l'UMP. Le problème d'Édouard Philippe, c'est qui sont ses électeurs? Qui sont ses électeurs? C'est ce que les électeurs de gauche vont voter pour Édouard Philippe? Est-ce que les électeurs du centre, un peu macronisés, vont voter pour Édouard Philippe? Est-ce que les électeurs de droite vont voter pour Édouard Philippe? Donc Édouard Philippe est le candidat aujourd'hui d'un certain nombre d'élus locaux qui se mettent une étiquette Horizon parce que ça fait plus sympa que d'autres étiquettes plus radicales. Enfin, ils n'en pensent pas moins. Donc aujourd'hui, Horizon est plus un parti d'élus locaux, de notables, qu'un parti de militants ou d'électeurs. Puis c'est pas simple d'être à Horizon, parce que Horizon, c'est quand même un truc qu'on n'atteint jamais, l'Horizon. Donc, mais j'attends de voir. Pour continuer à marcher. Ce que j'aime dans Édouard Philippe, c'est je pense qu'il a une forme de sincérité dans son engagement politique. C'est-à-dire qu'il y croit et c'est quelqu'un de sérieux. Mais la question, c'est qui sont ses électeurs? Qui vote pour lui?
Alors c'est très bien d'aller se faire voir à la fête de l'humanité, mais c'est des gens qui voteront jamais pour lui. À un moment, qui sont ses électeurs? Moi, je veux bien que pas de droite, pas de gauche, tout ça, c'est comme Marine Le Pen. À un moment, pour passer la barre du deuxième tour, il faut quand même rassembler plus large. Donc, à force de dire qu'elle n'est pas de droite ou que les trucs de droite, c'est pas bien, qui va voter pour elle pour qu'elle soit présidente? Si tant est qu'elle est capable de se présenter, ou autorisée à se présenter, on ne saura pas. On ne sait pas encore. Au mois de mars, on verra bien qui de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella sera candidat. Mais encore une fois, à un moment, qui vote pour toi au premier tour, grand 1, qui pourrait voter pour toi au deuxième tour? Avec toujours cette idée de barrage. Encore une fois, au deuxième tour, on élimine celui qu'on ne veut pas et on prend le moins pire, en tout cas dans l'esprit des électeurs. Donc voilà, il y a d'autres candidats à droite qui peuvent être intéressants. David Lisnard, par exemple, qui émerge, dit des choses très intéressantes. Pour un électeur de droite classique, il parle, on l'entend, son angle est intéressant, il s'organise. Il n'y a pas de charisme. Mais le charisme, encore une fois, il a je dirais pas qu'il n'a pas de charisme, mais il a un sujet de notoriété. Oui. Maintenant, la notoriété, on est toujours inconnu avant d'être connu. Hein. Qui connaissait Ségolène Royal avant qu'elle se présente dans les Deux-Sèvres? Personne. C'est la femme d'eux. Donc, la notoriété, c'est jamais un problème. Mais jamais. Une fois qu'on est candidat, on est... non, ce qui peut tuer la droite, c'est les primaires. Ce qui peut tuer les ambitions à droite, ce sont les primaires. Les primaires, c'est une catastrophe. Quel candidat à droite, issu des primaires, est devenu président de la République? Je ne connais pas. Voilà. Pour moi, le premier tour, c'est la primaire. Et des candidats. T'as des ambitions, bah t'y vas. Voilà. Vous avez éliminé très rapidement Cyril Hanouna, mais ça pourrait être lui. Je l'ai pas éliminé, mais... Et ça pourrait être quelqu'un d'autre de la société civile. Alors, la société civile joue... Mais je l'ai pas éliminé, parce que Cyril Hanouna est populaire. Mais on va choisir un président de la République. Je ne suis pas certain qu'au fond, dans le pays profond et dans le corps électoral, Cyril Hanouna ait des électeurs. C'est un peu le nouveau Coluche. Voilà. Mais j'allais dire à la Coluche... Puis déjà, il faut avoir envie d'y aller. Et puis c'est dur, la politique. C'est violent, c'est violentissime. C'est dangereux. Et ça peut être dangereux. Les attaques sont pléthores. Et j'en sais quelque chose. Donc quand on s'engage et quand on va grignoter un bout du pouvoir des autres, ce qu'a fait Éric Zemmour, on est une cible. On est une cible. Donc c'est facile sur un plateau, quand vous coltinez les gens, les électeurs, que vous avez de la colère, du ressentiment, qu'on attend de vous quelque chose, à un moment, c'est pas drôle en fait. Vous voyez. Donc c'est plus... Alors non, il y a d'autres candidats. Hein. On entend parler de Michel-Édouard Leclerc, de Xavier Niel qui s'intéressent, qui sont des profils nouveaux. Je pense que oui, dans cette présidentielle en 2027, va émerger de la nouveauté. Ici ou là. Et puis pour faire une campagne présidentielle, il faut une organisation quand même. Puis il faut de l'argent. Une campagne présidentielle, c'est entre 5 et 12 millions d'euros au premier tour. Bon, pour Leclerc et Niel, c'est pas un problème. Mais il faut des donateurs. Beaucoup. Éric Zemmour a bénéficié de beaucoup de dons de gens. Des petits, des moyens, des grands. Les gens étaient presque actionnaires de sa campagne. C'est-à-dire qu'ils disent, je te donne, vas-y, dis ce que j'ai envie d'entendre. Dis ce qu'on ne dit plus à droite. On ne vote pas pour une étiquette dans une élection présidentielle. On vote pour un bonhomme. C'est une bonne femme, mais on vote pour une personne. Voilà, c'est très personnel. Donc, mais on a besoin d'une structure. David Lisnard s'organise, il se structure, et il a raison de le faire. Après, il y a la bataille Vauquier-Retailleau, évidemment. Retailleau, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est bien avec Bruno Retailleau, c'est qu'il n'a pas changé d'un iota de ce qu'il a toujours été. Donc il y a une forme de sincérité qu'on n'a pas partout. Et la sincérité, ça compte. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout en com', et il n'est pas en posture personnelle. Donc, c'est intéressant. Il a des atouts là-dessus, et l'électorat de droite, finalement, lui reconnaît cela. Donc, il est populaire à droite en ce qu'il est sincère et constant dans ses convictions, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un conservateur, il l'assume,
mais ça n'empêche pas de voir la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on construit de toute façon un projet dans la nostalgie d'un temps passé. Ça ne fonctionne pas. La France est ce qu'elle est aujourd'hui. On ne retrouvera pas une France fantasmée. On se projette toujours, et pas trop loin surtout. Il faut se projeter dans les 2 ans qui viennent. Se projeter dans les 20 ans, les gens n'accrochent pas sur quelque chose de trop long. Donc c'est ici et maintenant, le présent et l'avenir immédiat, qui est toujours incertain. Encore une fois, dans le monde dans lequel on est, on se lève le matin, on ne sait pas ce que c'est dans la journée. Je vous rappelle qu'en 2020, les municipales, le Covid est arrivé, et on s'est retrouvé... On a eu des mairies vertes partout. Et on s'est retrouvé avec un taux de participation très faible, et on a eu des maires Covid, en fait, avec un deuxième tour qui est censé durer 8 jours, mais qui a duré 3 mois, et les maires sortants qui distribuaient les masques. Enfin, c'était faussé. Il va y avoir beaucoup de renouvellement en 2026. Les municipales vont être très intéressantes, très engagées, peut-être plus politiques que jamais. C'est l'occasion de faire sortir aussi une nouvelle classe politique. Et je vous rappelle que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut les signatures de 500 maires. 500 maires, je vous rappelle que le corps électoral des maires va changer en mars 2026. On aura peu de temps pour trouver les signatures des maires. Ça va être aussi intéressant et challenging. Et ça ne se passe pas à la télé. C'est compliqué. Une dernière question. Si jamais Éric Zemmour ne voulait pas y aller, est-ce que Sarah Knafo pourrait y aller pour 2027 ? C'est toujours la question à 1000 balles. Ça se prépare tout ça. Moi, je ne sais pas si Éric Zemmour ira. On verra bien, il le dit lui-même. Hein, il ne sait pas d'ailleurs. Je crois que c'est des bonnes questions à se poser. Toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a une nécessité d'entendre sa voix. Sarah fait entendre la sienne sur des thèmes très particuliers. Il y a une espèce de complémentarité. Je ne vois pas comment un parti politique qui a fait, en tout cas, un mouvement politique qui fait 2 500 000 électeurs à une élection ne peut pas être présent en 2027. Après, le corps électoral choisira. Voilà. Moi, je ne sais pas, encore une fois, j'imagine déjà les meetings de 2027, mais je dois vous avouer que je ne sais pas encore pour qui je les ferai. Et si j'en ferai d'ailleurs. C'est très aléatoire ces choses-là. Mais je vois déjà ce qu'il faut faire. Et je vois déjà ce qu'il ne faut plus faire. Et ça va être intéressant. C'est pour ça que je regarde avec beaucoup d'attention les uns et les autres. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les étiquettes, c'est les personnes, c'est les gens qui se lancent dans l'aventure et qui sont à l'aise avec leurs pensées. Je crois qu'on ne peut pas aller à la présidentielle si on ne pense pas d'abord sincèrement ce qu'on veut pour le pays. Et ça se voit tout de suite quand on ne sait pas ce qu'on pense, en fait, vraiment. J'ai une toute dernière question, puisqu'on voit avec les dernières actualités qu'il faut à nouveau porter un regard à l'international, que c'est primordial. Est-ce que vous, Olivier Hubeda, vous vous inspirez de Outre-Atlantique, de Donald Trump, de cette campagne qu'il a menée ? Est-ce que vous vous inspirez de la partie influenceurs qu'ils ont décidé de mettre en avant ? Est-ce que c'est des choses que vous allez un peu adapter à cette nouvelle forme de stratégie politique ? Oui, alors on regarde évidemment ce qui se passe à l'étranger. Évidemment. Mais enfin, les meetings que je fais ne sont pas des shows américains. Ça n'a rien à voir. Pas du tout la même chose. Mais ça n'a rien à voir. On a une dimension artistique beaucoup plus forte, en tout cas dans ce que je fais. On m'explique parfois que je fais des shows à l'américaine. C'est ne pas voir ce que font les Américains comme show politique. On ne fait pas du tout la même chose. Donc, c'est pas parce que c'est grand et c'est beau que c'est américain. Et donc, je ne m'inspire absolument pas en termes de meeting de ce qui se fait ailleurs. Je m'en contrefiche. Mon cerveau va très bien tout seul et je peux dessiner des meetings sans regarder ce qui se passe ailleurs. En revanche, les outils de campagne sont intéressants et la façon dont tel ou tel les utilise, ici ou là, en Europe de l'Est, c'est très intéressant ce qui se passe en Europe de l'Est, mais aux États-Unis aussi. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on regarde. On a toujours quelques années de retard en France sur ces choses-là. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qu'on regarde. Maintenant, encore une fois, on ne vote... On a besoin de leaders forts, de leaders clairs, de leaders nets, de leaders voire clivants. Je crois que le temps
ni droite, ni gauche, bienveillant, résilient, au centre de tout. Je crois qu'on arrive à la fin du système. Je ne crois pas que le bloc central puisse emmener les gens dans de l'espoir. Je ne crois pas au raisonnable. Je parle en campagne. Diriger, c'est autre chose après. Mais je crois qu'on ne mobilise pas en étant trop raisonnable. Je pense qu'il faut être très clair dans ses idées, très net, et que les gens se projettent très vite dans ce que vous pouvez faire pour eux, car le sujet, encore une fois, c'est les gens, c'est rarement soi, quand même. J'ai une toute dernière question technique avant de passer à l'appel auditeur. C'est plus une question technique des outils. Est-ce que vous comptez ou est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est un projet? Alors, je n'utilise pas l'intelligence artificielle à titre personnel pour mon travail. J'écris tout seul, je crée tout seul. Maintenant, c'est des outils qu'il faut utiliser pour accélérer, pour optimiser le temps des recherches. Je ne crois pas aux candidats issus de l'IA. Voilà. Encore une fois, ça influence, ça joue. Mais ça peut faire de l'animation de campagne, l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser dans une campagne, mais on ne vote pas pour ça. Merci beaucoup Olivier Hubeda d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir, on espère vous recevoir bientôt. Et puis surtout de parler, peut-être de peaufiner ce portrait robot, puisque plus le temps va passer, plus on aura peut-être un regard, on aura des nouveaux candidats. Qui sait, peut-être que Cyril Hanouna, ça sera acté, on n'en sait rien, on va regarder tout ça de près.